Je pensais que la série Le Livre de Boba Fett était sur une bonne lancée après l'épisode 2, mais il s'avère que c'était un peu plus compliqué que ça. En effet, le chapitre 3 ne nous emmène pas sur le chemin qu'on imaginait, mais ça, on en parle de suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la 3e fois sur la série Le Livre de Boba Fett. Donc cette fois-ci, chapitre 3, mais avant tout, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, ne paniquez pas, je suis en plein déménagement, c'est un peu le bordel, en plus j'ai froid. Donc le décor reviendra prochainement d'ici la fin du mois si tout se passe bien, voilà. Donc on va se contenter de ça. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise mon micro de studio car la qualité est meilleure pour vos oreilles, histoire de compenser un petit peu les deux. Avant d'aller plus loin, j'informe à tous ceux qui me découvrent que j'ai créé une playlist pour la série Le Livre de Boba Fett, donc le lien je le mets en annotation comme d'habitude. Comme ça vous aurez mon avis de manière plus globale sur la série, notamment lors de ma première vidéo. Ici je vais me concentrer sur le chapitre 3, les rues de Mos Espa. Un épisode de plus de 35 minutes, un peu plus court que le précédent. On nous explique d'entrée que suite à la mort de Jabba, Bib Fortuna a repris le pouvoir et Mos Espa a été divisé en 3 familles, les Trandoshan, les Aqualish et les Klatooiniens. Boba va remonter jusqu'à la source de ces assassins pour finalement arriver aux Hutts. Quelle surprise! Le problème c'est que Boba passe un peu pour un clown dans son empire de pacotille et on se rend compte grâce à l'un de ses vassaux qui vient se plaindre et demander qu'on se débarrasse des individus d'un fléau qui vole ses ressources d'eau. Mais au lieu de ça, Boba va les embaucher. Et ensuite, retour dans les flashbacks chez les Tusken, là où notre héros vient à la rencontre du syndicat des Pikes. Et ce, afin de proposer ses services de protection. Le problème, c'est que le syndicat refuse de payer d'un côté Boba et d'un autre les faucheux des sables. Pour ce, le protagoniste va se débarrasser de ses concurrents. Sauf qu'il se passe l'inverse. Tout le village des Hommes des Sables a été décimé. Suite à ça, le flashback se coupe pour se retrouver face à un Wookiee noir, mais heureusement la situation est rapidement remise sur pied. Bizarrement, les jumeaux se ramènent en s'excusant d'avoir ramené ce mystérieux Wookiee assassin, et pour ce donnent en cadeau un rancor tout neuf. Ils nous apprennent qu'ils s'apprêtent à partir de Tatooine afin d'éviter la guerre et que le maire Mok Shaiz a promis le territoire à un autre syndicat. Suite à ça, Boba libère le Wookiee noir et part en direction du maire qui le prend quand même un peu pour un con, disons-le, car de plus on apprend que ce dernier s'est rendu chez les Pikes. Bref, une guerre de clans est bel et bien sur le point de démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Déjà, j'ai l'impression qu'ils ont voulu instaurer un petit aspect cyberpunk, même si je pense pas que ce soit le plus maîtrisé pour le coup, mais ça évidemment c'est personnel. Danny Trejo apparaît dans cet épisode, et ce n'est pas un hasard car il est ami avec Robert Rodriguez qui produit et réalise cet épisode. Et surtout, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente, le fait que le passé allait avoir un impact sur le présent. Donc quand je vous parle du passé, je vous parle des flashbacks avec les Tuskens. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer avec les Pikes. Pour parler plus principalement de l'épisode 3, je trouve que ça démarrait plutôt mollement. Et heureusement qu'il y ait eu le flashback pour rattraper tout ça, même si malheureusement il n'était pas très long. Mais concrètement, il faut dire que c'était quand même assez copieux entre ce fameux flashback très court et tout le reste de la partie plutôt politique, voire même mafieuse, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente. J'ai parfois été obligé de faire pause pour revenir en arrière afin de mieux encaisser tous les personnages, tous les noms des clans différents qu'on était en train de nous inculquer. Et je suis d'accord avec les gens qui considèrent que pour l'instant Boba fait un petit peu clodo là, vous savez, avec Fennec, un espèce de vieux droïde, et 2 pauvres Gamorréens à côté. On se croirait presque dans Camelot avec les Pécores qui se plaignent face à Arthur. C'est un complot! Mais évidemment, je pars du principe que l'empire de Boba va quand même monter avant la fin de la série, c'est le but. Et ce, une fois sa tâche mafieuse accomplie. Et on commence déjà à le voir avec l'entrée de ces fameux individus augmentés qui entrent dans le clan de Boba Fett, individus augmentés qui pour moi ne font pas du tout peur d'ailleurs. Enfin entre nous, ça fait un petit peu carnaval je trouve. Leur style vestimentaire ne fait pas du tout Star Wars. Entre le gars avec son œil cybernétique
qui porte un espèce de pantalon de mariage, et la meuf qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une étudiante d'école de 3D. Je vous cache pas que ça m'a un petit peu sorti du truc, hein. Et sans parler de leur moto Power Rangers, bon, jusqu'ici c'est pour moi le plus gros fail de la série, hein. J'attendais des personnages un peu plus badass quand même, vous savez, des crapules qui entourent Boba Fett, mais bref. Parlons maintenant plutôt des choses que j'ai appréciées, par exemple les lumières que je n'ai jamais abordées dans mes vidéos précédentes, et pourtant c'est quand même ce qui fait partie de la photographie que j'avais pourtant souligné. Mais c'est vrai que dans chaque plan, il y a toujours un travail de lumière qui met en valeur chaque personnage, surtout dans les intérieurs, et généralement dans la plus grosse partie des productions de Disney, c'est jamais foiré ça. Et à part ça, le passage où Boba retrouve le village calciné des Tuskens m'a un peu brisé le cœur, je dois dire, avec la musique en fond légèrement grégorienne. Je trouve que c'était un peu touchant. J'aime beaucoup aussi l'idée de rendre le rancor attachant, en lui donnant une complexité sur les émotions, un petit peu comme un espèce de gros animal domestique, un bon gros chien. Mais autrement, une fois de plus, je ne suis pas très fan des scènes d'action dans cet épisode, que ce soit dans les combats ou la course-poursuite. Tout m'a paru très rigide et j'ai du mal à bien respirer. Et je crois que ce n'est pas une coïncidence car Robert Rodriguez a à nouveau réalisé cet épisode après le premier, et c'est triste à dire mais je pense que ce n'est pas un super réal finalement. Je suis déçu aussi de voir que les jumeaux se cassent de Tatooine en filant tout, mais alors absolument tout, sur un plateau aux gentils. Je pensais vraiment que l'enjeu principal de la série allait reposer sur ces deux jumeaux qui sont quand même les cousins de Jabba le Hutt, et ça me déçoit et me paraît tellement gros que je peux pas croire que ce soit vrai. À mon avis, je pense que c'est un piège. En tout cas, je l'espère parce que c'est quand même très louche. Et sinon, le fameux Wookiee noir qu'on voit apparaître dans l'épisode 2 et qui prend beaucoup plus de place dans l'épisode 3 est en fait apparemment un personnage issu des comics, donc je n'ai absolument pas la ref, mais je vous donne l'information comme ça. Il s'appelle Black Krrsantan. Et apparemment il y a un lien avec Obi-Wan, mais encore une fois je n'ai pas la ref. Avant de conclure, car j'ai encore des choses à dire sur l'épisode, j'aimerais aborder la partie de vos commentaires de ma vidéo précédente, et il y en a eu pas mal, en commençant par Anthony Marchand qui me dit que parmi les brigands, il y en a un qui visiblement ressemble à Hondo Ohnaka, et ce à quoi je réponds que non, ce n'est pas lui, car ce n'est pas la même espèce, ils n'ont pas de nez. Voilà, c'est Voldemort. Gaff se demande si c'était vraiment nécessaire de faire un espèce de mélange entre les flashbacks et le présent. Et oui, c'était nécessaire, d'une part pour nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé avant, donc vous savez, après l'épisode 6 de Star Wars, parce que si tu fais une série sur Boba Fett, c'est essentiellement pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe après cet événement, mais aussi pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe après la série The Mandalorian, histoire de bien cohabiter entre d'une part la série The Mandalorian et d'une autre les films Star Wars. Là au moins la série est ancrée dans les deux. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, ça casse l'effet de remplissage, puisqu'on lit deux lignes importantes qui vont finalement se rejoindre vers la fin. Ensuite nous avons Woodbrook qui nous propose une autre référence cinématographique possible, celle d'Apocalypse Now à la fin, vous savez, avec le passage avec le lézard. Malheureusement, je n'ai pas vu Apocalypse Now depuis très longtemps, donc je ne peux pas faire le lien dans cette vidéo. Après ça, nous avons FD qui dit que la série fait intervenir une nouvelle fois les Pikes, qui étaient déjà introduits dans la série Clone Wars, ou même encore, j'ajouterais, The Bad Batch. Et pour le coup, Boba n'apprécie pas car il sait qu'il travaille avec des esclaves. Ensuite, nous avons Hiro Skylake qui se fait une théorie pensant que le Tusken qui affronte Boba, enfin en tout cas qui l'entraîne, serait peut-être Fennec. Alors déjà, je ne savais pas que c'était une guerrière, je ne savais pas que c'était une femme. Mais c'est vrai qu'elle est anormalement plus entraînée que les autres. Alors je ne crois pas en cette théorie, mais ce que je sais c'est que on ne nous dit pas tout de la relation entre Fennec et Boba Fett. Il manque un truc et je pense que ça va se développer de plus en plus vers la fin de la série, enfin en tout cas de cette première saison. Et nous finissons sur Saint-Osprey qui pense, en répondant à ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, que Boba fait, alors comment ça s'appelle, le Bacta, voilà, des séances de Bacta dans son espèce de cuve pour régénérer ses blessures faites dans le Sarlacc. Et c'est possible, c'est juste bizarre qu'il l'ait fait en guise de traitement, voilà, parce que là visiblement il a l'air de faire ça régulièrement.
un petit peu comme s'il avait un espèce de cancer, une maladie grave. Et je pense qu'on aura des explications beaucoup plus profondes à ce sujet également avant la fin de la série. Mais pour conclure, je peux toujours dire que c'est une série de contemplation, une série méditative parfois, mais dans cet épisode 3, il faut le dire, il y a quand même pas mal de hauts et de bas. Pour le coup, j'attends vraiment mieux de la suite, parce que là pour l'instant, seule la partie dans le passé m'intéresse véritablement, ne serait-ce qu'en termes de réal et de scènes d'action, et d'ailleurs on voit que les réals ne sont pas les mêmes entre les deux parties. Toute la phase dans le présent avec les guerres de clans, je trouve qu'il y a un côté très rigide dans les scènes d'action, et j'espère pour le coup que Robert Rodriguez sera de moins en moins présent dans la réal jusqu'à la fin, et c'est quand même triste d'en arriver à dire ça, car Robert Rodriguez, c'est quand même celui qui a réalisé le film Alita, qui proposait des scènes d'action beaucoup plus intenses et beaucoup mieux maîtrisées en termes de réal quand même, c'était beaucoup plus sensationnel. Et j'attends vraiment ce genre de type de scène d'action avant la fin, au moins avant la fin. Mais bref, voilà, je pense avoir fait le tour sur cet épisode. De votre côté, comme d'habitude, si vous avez des choses à ajouter, des analyses à me fournir, n'hésitez pas à m'en faire part comme d'habitude dans les commentaires. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante, parce que oui, je pense en faire une suivante du coup. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.